Nouvelle édition du journal sur BBV4. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Souvent causé par une alimentation trop calorique, riche en glucides et en gras, le surpoids est l'état d'une personne qui présente un excès de masse graisseuse pour une stature donnée supérieure à la normale, mais inférieure à l'obésité. On en parle. On s'intéresse au cours de vacances et leur importance pour l'apprenant. Vous entendrez dans cette édition un psychopédagogue sur le sujet. Et puis on va à la découverte de ce système de divination constitué d'un ensemble de signes appelés doux, une connaissance divine, un art divinatoire ancestral qui permet de se connaître soi-même. Bienvenue dans cette édition. L'Assemblée générale des Nations unies s'est réunie le 5 septembre 2012 pour proclamer cette date Journée internationale de la charité. La journée a été instaurée dans le but de sensibiliser et mobiliser les personnes de bonne volonté, les organisations non gouvernementales et l'ensemble des acteurs à aider les autres à travers des activités bénévoles et philanthropiques. La date du 5 septembre a été choisi pour commémorer l'anniversaire de la disparition de Mère Teresa de Calcutta, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 pour ses travaux réalisés pour vaincre la pauvreté et la détresse qui constituent une menace pour la paix. On s'intéresse à présent à une question de santé, le surpoids. Il correspond à une accumulation de graisse dans le tissu adipeux. Il est causé par une alimentation trop calorique, riche en glucides et en gras et a des conséquences fâcheuses sur la santé. Pour l'éviter, les spécialistes recommandent de surveiller l'indice de masse corporelle et la courbe de corpulence. Les précisions dans ce reportage signé Ren Ouera et Ulvaïus Balogun. Il est reconnu comme le 5e facteur de risque de décès au niveau mondial. Le surpoids, selon l'Organisation mondiale de la santé, s'explique par un excédent de graisse dans le corps humain. Le surpoids, c'est l'augmentation de la masse corporelle du corps, c'est-à-dire la graisse du corps. Le surpoids, c'est quand vous avez un poids qui dépasse la normale. Et en termes médicaux, on dira que vous êtes en surpoids lorsqu'on calcule votre IMC, votre indice de masse corporelle, et que vous vous retrouvez au-delà de 25. Quand vous êtes entre 18 et 25, vous êtes dans le poids normal. Mais quand vous dépassez les 25, déjà avec 26, 27, 28, là c'est le surpoids. Principalement dû à un excès de calories, une alimentation trop riche en glucides et en graisses, associée à un manque d'exercice physique, le surpoids cause chaque année au moins 2,8 millions de décès dans le monde. Ça peut être des causes métaboliques, ça peut être des causes dues aux effets secondaires de certains médicaments. Tout de suite, c'est l'hypertension artérielle et puis il y a le diabète. Toutefois, le surpoids n'est pas irréversible. À la plupart de mes gens qui sont en surpoids, je leur donne un régime pour maigrir tout simple. Et regardez ce qu'il y a décrit. Par jour, 3 repas. Pas de grignotage entre les repas. Surtout pas de mayonnaise. Surtout pas tous ces aliments artificiels dans lesquels ils sont obligés de mettre ketchup et tout ça. Des produits auxquels nos enzymes digestifs, nos sucres digestifs ne sont pas habitués. Donc, dès qu'ils rentrent dans notre corps, ils se transforment en graisse. Éliminer le gras est donc bénéfique pour la santé, mais il est conseillé de respecter l'heure de prise des repas. Il faut éviter de manger tardivement les soirs. Vous verrez que souvent, c'est des glucides. La pâte de maïs, la pâte de téliba ou bien piron, ou bien en fait quelque chose de consistant. La soirée est faite pour les aliments légers. Ou bien tu fais l'exercice diète lié avec le citron, le pamplemousse, le clou de girofle. Là, ils vont diminuer du poids et ils mangent uniquement à 16 heures. Et ça fait à demain. Prévenir le surpoids revient donc à réduire la consommation de calories, à avoir une alimentation journalière saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique modérée d'une durée de 30 minutes au moins pendant 5 jours par semaine.
Les périodes de vacances sont pour les apprenants un moment de repos. Mais tous ne se reposent pas uniquement, d'autres en profitent pour suivre des cours de mise à niveau communément appelés cours de vacances. Quelle est l'importance des cours de vacances? Eddie Adoukonou, psychopédagogue, nous en parle. À la fin d'une année scolaire, il y a ceux qui sont arrivés à tirer leur épingle du jeu avec une mention honorable, c'est-à-dire ceux qui ont excellé. Ensuite, il y a ceux dont le niveau est moyen ou passable et qui passent quand même. Et puis, les autres apprenants qui sont appelés à reprendre la classe parce qu'ils n'ont pas pu atteindre le seuil de réussite. Quand je prends les trois catégories, ce fait que malheureusement pour les deux premières catégories, c'est-à-dire ceux qui passent les meilleurs comme les passables, de façon automatique, on les inscrit au cours de vacances parce que c'est devenu une tradition. Je pense que ça ne devrait pas en principe être le cas. Il faut pouvoir catégoriser. Les cours de vacances devraient intervenir pour corriger des lacunes. Et là, je pense à ceux qui sont appelés à reprendre la classe. Et là, il y a deux possibilités de faire les cours de vacances. On peut faire les cours de vacances pour revenir sur les notions que quelqu'un qui reprend une classe aurait pu maîtriser mais n'a pas pu maîtriser. Et on peut faire les cours de vacances aussi pour aborder les notions qui seront vues l'année à venir. Mais il ne faut pas oublier que les vacances sont aussi prévues non seulement pour se reposer, se distraire, et puis c'est le temps, pourquoi pas, pour les enfants d'apprendre de nouvelles choses. Moi, je conseillerais par exemple aux parents d'initier les enfants à de petits métiers, la coiffure, le stylisme, la restauration, l'hôtellerie, les métiers liés à l'agriculture, pourquoi pas, pour que après le bac, ils puissent être en mesure de faire autre chose en dehors du diplôme qu'ils auraient obtenu. Les enfants ou les apprenants qui sont par exemple au second cycle, c'est-à-dire ceux qui sont en seconde, première, terminale, on peut leur permettre aussi pendant les vacances de faire des visites en entreprise. Retour aux sources à présent pour parler du Fa, encore appelé Ifa en Yoruba. C'est une science qui veille sur le monde. Longtemps pratiqué dans les sociétés traditionnelles africaines, le Fa se veut une vision du monde qui permettrait de connaître son destin, son passé et bien entendu son avenir. Cela grâce au signe appelé Dou. Qu'est-ce que le Fa Dou? Mieux, comment apprend-on le Fa? Les réponses dans ce reportage est signé Ilvaïus Palogou. Le Fa est l'un des systèmes de divination pratiqués en Afrique occidentale, notamment au Bénin, au Nigeria et au Togo. Ce système divinatoire est constitué d'un ensemble de signes appelés Dou. Le Fa, comme son nom l'indique, Fakhlun, qui veut dire l'avenir, est un instrument qui permet de décrypter l'avenir, c'est-à-dire que de quoi demain sera fait. C'est une science qui s'occupe de la futurologie, c'est-à-dire qui permet de savoir par anticipation ce qui va se passer dans un avenir proche ou lointain. Le signe de l'oracle, nous avons 256 qui sont répartis en deux catégories. Il y a les signes mères qui sont au nombre de 16 et les signes secondaires qui sont au nombre de 240. La consultation du Fa est un processus pédagogique relevant à la fois d'une démarche psychologique et méthodique. Elle a besoin d'un temps minimal pour son apprentissage. Tout beaucoup on doit pouvoir d'abord faire l'apprentissage, donc il faut d'abord apprendre. C'est comme vous demandez à un intellectuel comment il arrive à maîtriser les chiffres. Quand on dit 1225, vous savez que c'est 1, 2 et puis 2 et puis 5. Il n'y a pas une période pour finir d'apprendre le Fa. Le Dou est donc un architecte doté d'une structure formelle fixe. Il est toujours constitué de 3 langages, le Fa Bessissa, le Fa Gleta et le Fa Han. Les légendes et les apologues utilisés pour être interprétés sont les mêmes partout sur tous les signes du Fa. C'est-à-dire que quand on prend un signe du Fa, il comporte ces légendes, ces apologues, ces aphorismes qui sont figés, que tout beaucoup connaît. Maintenant, ce sont des allégories qu'on explique. Et l'explication de ces allégories-là peuvent être différentes d'un bokono à un autre parce que ce sont des thèmes philosophiques. Ce récit mystique acclarodé peut avoir d'autres interprétations chez un autre prêtre de Fa, mais cela ne signifie pas que les deux ne veulent pas dire la même chose. De façon formelle, on n'a pas une école académique conventionnelle qui enseigne le Fa. C'est maintenant que nous sommes en train de faire bouger les lignes pour que le Fa soit intégré dans nos enseignements ou alors qu'il y ait des écoles privées uniquement dédiées au Fa
depuis les primaires jusqu'à l'université, tel que ça se passe tant en Afrique, même en Europe ou aux États-Unis. Il y a plein d'écoles uniquement dédiées au FA, où le FA est enseigné depuis les primaires jusqu'à l'université. La création des centres de formation professionnelle pour l'enseignement du FA s'avère aujourd'hui indispensable au regard de l'enjeu que revêt ce système divinatoire dans la préservation de la culture endogène. Rendons-nous au Sénégal à présent. La musique est l'âme qu'emploie le chanteur Béni Fadi pour tenter de sauver sa langue maternelle. Le ménique, parlé par l'ethnie bédique dans le sud-est, fait partie des 25 langues reconnues du pays. Parlée aujourd'hui par moins de 4000 personnes, elle est menacée de disparition. Le reportage de France 24. Benoît Fader est en mission. À 36 ans, ce chanteur se bat pour sauver sa langue, le ménique. Le ménique n'est parlé que dans cette région rurale du sud-est du Sénégal. Elle compte moins de 4000 locuteurs chaque année, moins nombreux. C'est une catastrophe quand même de voir une langue disparaître. Je le dis souvent, je dis que ce serait pas bien de ma part d'être témoin de ça. Chanter dans sa langue pour la perpétuer, l'initiative de Benoît est très appréciée à Bandafassi, son village d'origine. Ce forgeron traditionnel a repris espoir grâce à lui. Je remercie Benoît et l'encourage dans sa dynamique. Si aujourd'hui la langue ménique continue de résister, c'est en grande partie grâce à lui. Nous, on est trop vieux pour faire quelque chose. C'est aux jeunes de mener le combat. Benoît est une star à Bandafassi, mais son ambition ne s'arrête pas là. À 700 km de son village, à Dakar, la capitale, son premier concert se tient à guichet fermé. Sénégal, est-ce que ça va? Dans un style électro, Benoît a conquis un public cosmopolite qui danse pour la première fois sur une musique en ménique. Aujourd'hui, j'ai l'espoir quand même que cette langue ne va pas disparaître. Parce que vu que tout ce monde-là, et j'ai prononcé le mot bédique, c'est aujourd'hui que tout le monde l'a connu. Donc j'ai réussi ma mission, je peux jubiler. Yeah! Après Dakar, le musicien va partir à la conquête de Paris et Berlin fin juin. Ce sera sa première tournée internationale. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.